Bonsoir, monsieur Spencer, monsieur Morin. Bienvenue chez moi du coup pour cette interview, avec le San Andreas Voice. Bonsoir, Hem, madame Oui, Espine. bonsoir, madame Espine. je vous ai demandé de venir ce soir pour parler un petit peu, de vous et de votre métier. Donc vous êtes avocat, c'est exact? Actuellement suspendu. Suspendu. On en reviendra un petit peu plus tard, mais on va quand même, discuter du coup, un peu du métier d'avocat et de vous déjà, pour tous les 2. Pouvez-vous nous expliquer peut-être un peu pourquoi est-ce que vous êtes devenu, avocat? Allez-y, monsieur Morin, Oui, parce que moi, bah, motivation, ça risque d'être compliqué. moi, mes motivations pour, être avocat, moi, je suis un ancien professeur et je m'intéresse de près à la criminologie. Donc l'évidence, il y en avait plusieurs. C'est ou devenir agent des forces de l'ordre ou m'exercer au droit. Malheureusement, je suis plutôt réfractaire aux armes à feu, donc les forces de l'ordre, n'ont pas, on va dire, de pôle criminologue, de pôle, un pôle scientifique, s'est développé pour une personne, s'adonnant vraiment à des recherches, de type criminologie. Il me restait que pour moi le côté, droit, avocat, justice pour me rapprocher de ça et en apprendre plus. D'accord, vous avez jamais pensé à devenir journaliste? Pour vous spécialiser dans le judiciaire, du coup? Eh bien non, je pense qu'avocat, on est plus proche, de la criminalité, sans être, dedans, hein, je veux dire, mais on est plus à même, on a les 2 côtés de la justice qui sont vraiment, côte à côte. On a le côté, vous avez les criminels d'un côté et vous avez les forces de l'ordre de l'autre. D'accord, et vous, monsieur Spencer? Vous étiez, chief, des pompiers, avant d'être Exactement, avocat, c'est ça, hein? exactement. Moi, alors c'est un peu cocasse. C'est-à-dire que, je me suis rendu, à un procès. J'ai vu un avocat dont je tairai le nom, défendre ses clients et au vu de Est-ce que comment je de De sa l'incapaci défense? ouais, on va dire de l'incapacité d'arriver à défendre d'une bonne manière ses clients, je me suis dit que, peut-être qu'il serait bon d'essayer de défendre, avec ma logique et ma manière, certains clients, certaines personnes. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes intéressé, du coup, au monde judiciaire? Exactement. Vous vous connaissiez déjà avant? Parce que vous êtes, un duo, plutôt emblématique, du coup, c'est difficile de vous voir l'un sans l'autre? On se connaissait peu, je crois, avec monsieur Morin. On s'est croisés, devant le gouvernement finalement, à force, vous, moi j'étais déjà avocat, alors que vous étiez encore, chief et Ah, j'étais plus chiffre, je crois. ah, vous étiez en transition Oui, j'étais plus en ce chiffre, moment? ouais, j'étais plus chiffre et je faisais rien, oui. Et bon, à force de se croiser, forcément, on avait des points de vue qui concordaient, à parler des comparutions qui se passaient et bon, c'est presque devenu une évidence qu'il fallait qu'on travaille, de concert, quoi. Comment est-ce que vous travaillez, du coup, tous les 2 au sein de votre cabinet? Comment vous choisissez, du coup, qui défend, quelle affaire, un peu? On choisit pas forcément qui défend quoi, on discute déjà beaucoup ensemble et le seul vrai cas typique où on va commencer à choisir qui défend qui, c'est quand il y en a un des 2 qui ne peut pas être disponible pour une comparution, par exemple, ou pour un procès. C'est l'autre avocat qui viendra défendre les clients. Après, nous avons également, heu, quelques clients que nous avons ramenés, dans le cabinet, des clients que j'ai depuis longtemps ou maître Morin, des clients qu'il a depuis longtemps, qu'il avait avant même que nous soyons ensemble dans le cabinet. Donc ceux-là, des fois, c'est vrai qu'on on a tendance à vouloir les défendre nous-mêmes, parce qu'on les connaît bien et compagnie. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on est avocats ensemble maintenant avec monsieur Morin que, Mmh mh. pour le coup, on peut défendre, tous les clients, on ne choisit pas en fait, on voit. On voit au cas. D'accord, et d'ailleurs, vous êtes quand même, un cabinet assez réputé. Vous avez, de nombreux clients.
Mhm. Comment au début est-ce que vous avez choisi vos clients? Et moi, allez-y, répondez. Les choisir, comment dire? Je dirais qu'au début, on n'a pas vraiment choisi. On est allé, vers la demande là où elle allait. Je pense qu'au fur et à mesure des comparutions, les gens ont vu notre travail et l'ont apprécié et on a tous les 2 des styles, peut-être un peu différents en plaidoirie et je pense que certains préfèrent, l'un ou l'autre. Ils sont venus, ils nous ont demandé, on a accepté, de défendre et c'est aujourd'hui qu'on peut se permettre de, on va dire, choisir. Mais on a quand même une devise dans le cabinet, c'est que tout le monde doit être défendu. Alors oui, vous allez beaucoup nous voir avec des criminels, mais on a eu l'occasion d'être appelés par les forces, certains agents des forces de l'ordre eux-mêmes qui ont, subi, des déboires et qui avaient besoin d'avocats. Même eux sont venus, nous demander et la preuve en est, on ne traite pas qu'avec des criminels. On a accepté de les défendre car l'injustice était là et chaque personne a le droit à un avocat. On a même défendu des personnes qui n'avaient pas les moyens de nous payer. D'accord, ça faisait partie effectivement d'une de mes questions parce que c'est vrai qu'on vous voit principalement, au tribunal prendre, la défense, de groupes, criminels, du coup des personnes qui ont fait des actes, ciblés pour le coup dans la criminalité. On a des avocats du coup sur l'île qui font le choix de ne pas défendre, ces personnes-là? Pour vous, c'était important du coup de défendre tout le monde? Bien sûr. D'accord. Et comment est-ce que vous faites du coup pour préparer, votre défense? On parle avec nos clients, on discute avec du dossier, on avance sur les points, on essaie de comprendre la situation, on essaie de comprendre toutes les situations. Si on doit aller faire quelque chose que j'ai l'impression peu de gens font, mais si on doit aller prendre des informations sans dévoiler le dossier ou quoi que ce soit, mais essayer d'aller questionner à droite à gauche, on va questionner des personnes à droite à gauche, on va prendre des informations pour nous aider dans nos dossiers. C'est un peu un métier de détective privé, vous voyez, avocat, hein, mine de rien. Vous essayez de faire vous-même déjà du coup, un peu une enquête au préalable avant le procès alors? Oui, on se renseigne pour savoir comment déterminer au mieux la situation qui s'est passée et ne pas s'arrêter à ce que nous disent nos clients ou ne pas s'arrêter à ce que dit la police ou des procureurs ou quoi que ce soit. On essaie d'aller plus loin. C'est ça. Par moment, vous avez ce travail d'enquête, comme le dit, Anton et par moment, vous avez plus un travail, de scribe, d'archiviste, si je puis dire. On va fouiller les lois pour aller chercher les vices de procédure et c'est des choses qui peuvent, une fois qu'on a trouvé, on va dire, une faille, hein, parce que c'est le cas, hein, quand on va voir dans une loi et qu'elle n'est pas respectée et que ça défend une personne, que ce soit un criminel ou une personne, qui n'ait aucun casier, eh bien, le gouvernement, les procureurs, les juges peuvent derrière retravailler cette loi pour éviter que cette faille ne survienne et qu'on aille dans une escalade de la violence. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses, pour vous qui ne sont pas défendables au sein d'un tribunal? Oui et non. Il y a des choses que je ne défendrai pas au sein d'un tribunal et que je refuserai, mais bien heureusement, on n'en a jamais eu ici. D'accord. Donc vous parlez de failles dans certains codes. Quand c'est comme ça, vous faites du coup aussi un travail du coup, au sein du système judiciaire, même, au-delà du coup de votre travail d'avocat, on est d'accord? On essaie de discuter avec les principaux acteurs de la justice pour essayer de faire avancer les choses, même si nous sommes devenus maîtres dans l'art de pisser dans un violon, on essaie de faire avancer les choses en montrant les incohérences et en essayant de donner une logique qui peut des fois paraître comme illogique pour certaines personnes qui n'ont pas la même que nous. Mais oui, on essaie de faire avancer les choses. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de votre logique. Mhm. Qu'est-ce que vous entendez par là?
ma façon de penser, ma façon de penser quelque chose, ma façon de penser la défense de mes clients, ma façon de... Ma logique, en fait, une logique de travail, une logique de compréhension. Et vous sentez qu'elle est différente de certains acteurs de la justice alors? Oh oui. Le plus gros problème de la justice actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui... C'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il n'y a pas, malheureusement, de façon de pouvoir voir les choses autrement que soit noir, soit blanc. Vous essayez d'apporter un peu de nuance, quoi. Ah, ça serait bien, oui. On essaie, oui. Il y a d'autres acteurs qui essayent d'apporter de la nuance? Dans la justice, vous voulez dire? Oui, ou dans la société en général? Parce que je pense que ce qui se passe dans la justice peut se passer également dans la société, c'est souvent soit noir, soit blanc. Oui, il y a des gens qui nous appellent, qui ont des questions sur, sur la justice. Alors malheureusement, je pourrais pas vous dire qui ou même, enfin, quelles personnes nous ont contactés. Heu, mais il y a des personnes qui se posent des questions et ils viennent nous voir pour savoir pourquoi ça se passe comme ça ou et ça, c'est des choses que nous, on essaie de faire, remonter. C'est des doutes de personnes, civiles qui se posent des questions sur la loi, quoi, parce qu'ils sont pas protégés comme ils espèrent l'être. Est-ce que le monde politique a du coup une influence sur le monde judiciaire? Malheureusement, oui. Vous le constatez en tout cas. Mhm. Vous dites malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, parce que des fois, il y a justement trop de politiques qui... Le monde politique s'ancre trop dans la justice. Et oui, c'est problématique. Mais tout comme il y a des choses dans la justice déjà qui sont illogiques et problématiques. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça? Est-ce que vous avez vu passer il n'y a pas longtemps un communiqué signé de deux bureaux différents? Oui, vous parlez du communiqué signé du bureau du juge et du bureau du procureur concernant les décisions des Gacha Games. Exactement, Madame Espine. Du coup, je vais vous poser, moi, à mon tour, une question. Excusez-moi, ce n'est pas mon rôle ici, mais je vais quand même le faire, hein, Madame Espine. Est-ce que vous Oui. trouvez qu'il est normal qu'un bureau du procureur et un bureau du juge signent un document de leurs deux bureaux, document unique? Sachant Euh, qu'aujourd'hui, pour remettre les choses à leur place, un bureau du juge est impartial, ne doit pas prendre pour acquis ce que dit un bureau du procureur, et un bureau du procureur travaille étroitement lié avec les forces de l'ordre. Du coup, la question se pose, quand un bureau du juge et un bureau du procureur signent eux-mêmes un même et unique document, on pourrait se poser la question sur l'impartialité des juges, Madame Espine. oui. Et donc se demander si, dans notre système judiciaire, il n'y a pas un problème. Je pense, et comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste ma logique, je pense qu'il aurait été peut-être plus judicieux, et ça ne reste que, comme je vous l'ai dit, ma logique et ma façon de penser, que le bureau du juge fasse un document par lui-même et le signe, et le bureau du procureur fasse un document par lui-même et le signe, en énumérant chacun leur façon de penser, et pas en ayant une façon de penser commune. Oui, le bureau du procureur et le bureau du juge ont deux rôles à jouer bien distincts. On est bien d'accord, Madame Espine. Si aujourd'hui le bureau du procureur et le bureau du juge sont d'accord sur tout, excusez-moi, mais dégagez-moi ces juges. Et laissez les procureurs juger. D'accord. Mais on voit au tribunal la différence durant les jugements entre, du coup, c'est vrai, l'avis du juge qui juge et qui ne suit pas toujours l'avis du bureau du Vous trouvez? procureur. Dernièrement, vous trouvez? Il y a eu des cas, oui. Excusez-moi, ce soir, le 17/11/2024, vous étiez au tribunal. Oui, Vous trouvez que le juge a changé par rapport à ce qu'a demandé le procureur? non. Hmm.
Pourtant, il y avait bien un avocat en face qui a défendu son client. Et on est bien d'accord que le juge a validé ce qu'avait dit l'avocat sur une des charges qui était retenue contre son client. Oui. Donc c'est ce que je vous expliquais, Madame Espine. Nous avons un bureau du juge qui décide d'enlever une charge retenue contre une personne, mais continue à mettre exactement ce qu'a demandé le procureur. Est-ce que vous trouvez que les avocats ne sont pas assez entendus par le bureau des juges pendant la cour? Je dirais, excusez-moi, Monsieur Morin, je Allez-y. prends un peu trop la parole, mais je dirais que je vais encore faire une généralité pour ne pas cibler un juge ou un autre, hein, mais ces dernières semaines ont été très intéressantes si vous avez été à plusieurs procès, où l'on peut voir que des personnes défendues par un avocat prennent exactement ce que demande le procureur, voire, j'irais même dire plus, puisque il a déjà été vu qu'il n'y a pas si longtemps, une personne défendue par un avocat a pris plus que ce qu'avait demandé le procureur, ce qui, à mes yeux, excusez-moi, hein, mais reflète d'un manque de respect du bureau des juges au niveau du bureau des procureurs, puisque je pense que quand un procureur qui défend l'État, qui connaît les lois et qui, lui, doit faire son réquisitoire, je me demande bien pourquoi un juge irait plus haut, puisque normalement le procureur demande ce qu'il doit être fait par rapport à l'État. Bref. Mais on a déjà vu aussi un juge mettre... Attendez, justement. Ah oui. Justement, j'y viens, je pense Oui. que vous avez la même idée que moi. Et ces dernières semaines ont été très intéressantes, Madame Espine, parce que nous avons vu, bizarrement, des personnes qui n'étaient pas défendues. Excusez-moi, je bois et je mange. Allez-y, c'est important. Hein. Donc nous avons vu des personnes qui n'étaient pas défendues par des avocats se voir diviser leur peine par 2, ou voire même plus, se voir être relaxés devant un juge. Donc, soit c'est un message du bureau des juges aux criminels pour leur dire ne prenez pas d'avocat, parce que si vous en prenez un, vous prendrez ce que demande le procureur, par contre si vous en prenez pas, vous prendrez moins, soit c'est une drôle de coïncidence. Ça pourrait en effet en tout cas être une bonne question à poser au bureau des juges. Oui. D'accord, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce sujet-là? Peut-être Monsieur Morin. Oui, Monsieur Morin? Non, je suis plutôt de votre avis. Je pense que l'exemple est bien donné. Il n'y a pas forcément à en dire plus. Il y a des incohérences. Je dirais que la logique, elle n'est pas respectée. Il suffit de regarder les jurisprudences, hein, et ça prouve tout. Comme certains de nos clients l'ont dit, une justice à 2 vitesses. Oui, ce sont des choses qu'on entend On a qu'on déjà entend assez entendu, souvent. effectivement, et il suffit de regarder les jurisprudences pour effectivement se rendre compte que sur des mêmes faits, avocat, pas avocat, défense, défense bancale ou défense parfaite, selon une humeur d'un juge, je fais une généralité, hein, je ne parle pas d'un juge en particulier, on peut se retrouver avec des jugements qui n'ont aucun sens. D'accord. Donc c'est vrai qu'ici donc vous avez été suspendu. Il y a beaucoup d'avocats sur l'île, quand on voit la liste publiée par le gouvernement. Hein. Est-ce que parce que vous représentez du coup beaucoup de personnes sur cette île, est-ce que vous sentez que vous manquez? Ça dépend à qui. Je pense qu'on ne manque ni au juge ni au procureur du fait de notre franc-parler. Mais après, oui, peut-être que l'on doit manquer à certains de nos clients. Je n'en sais rien, en fait, Madame Espine, puisque quasiment aucun de mes clients, quoique si, et j'ai dit non, si, ça serait mentir que de dire ça. Donc, si je pense qu'on manque à certains de nos clients, oui. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette suspension? Ah, dire un mot, vous n'avez qu'à ouvrir votre concurrent, Madame Espine, ou je ne sais pas où est-ce que ça a été mis, mais vous pouvez le voir, ça a été affiché aux yeux de tous, ce dossier. Oui. Est-ce que vous voulez que j'en dise?
Nous avons essayé de faire un recours que l'on nous refuse d'une manière assez maladroite, puisque nous avons rajouté des choses et que je pense que nous aurions dû nous défendre devant un juge. Et là, je parle du recours. Si vous voulez que je vous parle de ce dossier, je peux vous en parler, ou du moins de ce jugement. Excusez-moi, Madame Espine, nous sommes sur, je pense, le procès de l'année 2024 qui aurait pu être établi sur plusieurs jours, avec plusieurs personnes à mettre en avant. Et nous nous retrouvons avec un juge qui décide de s'en occuper dans son bureau, seul. Je ne sais pas quoi dire, Madame Espine. Je peux vous dire également que je n'ai été auditionné qu'en tant que témoin. Je n'ai jamais été mis en tant que suspect dans ce dossier, mais j'ai quand même été jugé. Vous y voyez une injustice que vous avez vécue aussi ici, du coup. Oh, bien sûr, 21 jours, Madame Espine, 21 jours. J'ai déjà été suspendu, Madame Espine, par un juge fédéral. 7 jours. Là, 21 jours. Oui, Mais bon. il est vrai qu'on ne peut que regretter que ces jugements n'aient pas en tout cas été rendus publiquement dans ce dossier. Qu'est-ce que vous faites du coup maintenant de vos journées? On a été prendre quelques renseignements, à droite à gauche, dans tous les acteurs de la justice pour, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé de cette façon. On a posé des questions. Comment un juge, peut, incriminer des personnes auditionnées, des témoins, les rendre coupables, seul dans son bureau? C'est la Il y a plein de questions aussi qui se posent dans le dossier qui n'ont pas été mis et pour pas tirer d'ennui, je n'en dirai pas plus, mais le procureur en a dit assez, hein, il l'a dit, lui-même. Il y avait d'autres personnes présentes sur place qui n'ont pas été, heu, amendées, Mmh. jugées. Alors pourquoi nous? Pourquoi nous uniquement? Alors que nous n'étions que simples suspects, témoins, pas Non, suspects témoin, pardon, témoins, excusez-moi, témoin, moi. témoins, bien sûr. Et finalement on a été condamnés. Vous ne quittez pas votre métier d'avocat après cette suspension, vous reviendrez sur le devant de la scène? Si Si nos clients, ont encore besoin d'avocats et qu'ils reviennent vers nous, nous irons les défendre et nous répondrons, présents. Mais au vu de certains, jugements qu'on a vus dernièrement, on se demande si certains de nos clients, ne feraient pas mieux de de ne pas nous appeler. En tout cas, nous, c'est des questions qu'on Oui, de ne pourrait pas se appeler poser. d'avocat, oui. Oui. Voilà. Mais on répondra présent, heu, dans encore quelques jours maintenant. D'accord. Sur une note un peu plus légère, on en a parlé tout à l'heure, vous aimez prendre votre temps. C'est une démarche que vous avez un peu iconique. Tous les 2, on vous voit arriver, au tribunal, lentement. Vous aimez aussi prendre le temps pendant vos plaidoyers? C'est important pour vous de prendre le temps? Bien sûr. Surtout pendant un plaidoyer. Et essayer de se faire comprendre, essayer que la personne que l'on a en face de nous puisse prendre toutes les informations que nous donnons et puisse les retenir, même si, je ne sais pas si vous vous rappelez, Madame Espine, mais tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Des fois, quand je vous ai parlé de la politique et de la justice, je vous disais qu'on pissait dans un violon. Oui. Il est vrai que des fois, quand on plaide, et ce n'est pas que pour nous, hein, je pense que c'est pour beaucoup d'autres avocats, hein, on pense qu'on a vraiment l'impression de pisser dans un violon. Vous avez l'impression de ne pas être entendu? Oh, je pense que... oh, excusez-moi, hein, mais attention, je ne dis pas que c'est une vérité, hein, c'est juste ma façon de voir les choses, mais j'ai vraiment l'impression que oui, des fois, on a beau avancer des choses, on a beau avancer des faits, avancer des preuves, des juges se permettent de ne pas en prendre compte, comme s'ils ne nous avaient pas écoutés, ou même d'aller plus loin et de faire des suppositions lors de leurs décisions. Des suppositions. Donc vous dites les juges font des suppositions et Je dis ne les pour pas faire de généralité encore une, enfin pour bien faire une sûr, bien généralité sûr. pour ne pas viser un ou un autre juge. Oui, oui, ça nous est déjà arrivé de voir un juge qui, dans sa décision, euh,
dit « je suppose que, donc, il sera amendé pour ». Et puis d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, c'est très intéressant. Vous qui aimez aussi un peu la justice, je pense, Madame Espine, vous êtes souvent, du fait de votre métier de journaliste, au tribunal. Oui. Je vais donc vous poser une question, encore excusez-moi, Madame Espine. Est-ce que vous trouvez normal, Madame Espine, le manque de justification d'un juge, ou plutôt d'explication, d'une de ses décisions? Je m'explique. Quand un juge rend sa décision, il ne l'explique que très peu. Voire son explication des fois peut être même illogique comparé à ce qu'il met comme, ou au moins par rapport au dossier. Est-ce que ça vous arrive de voir ça, Madame Espine? Oui, moi, en tant que journaliste, je ne peux que regretter de toute façon le manque d'informations qu'on peut donner sur certaines décisions, en tant que journaliste et citoyenne Oui. également. Comme on a parlé de la décision de justice rendue pour vous qui n'a pas été publique. Pas publique, elle l'a été, mais c'est que le tribunal n'a pas été public. C'est ça. Enfin, il n'y avait pas eu de tribunal, c'est ça que vous voulez Voilà, dire. c'est ça. Oui. On ne peut que le déplorer pour des faits, en tout cas, qui sont liés à la vie de l'île. Un mot de la fin sur votre métier, sur votre travail. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer pour le travail d'avocat dans les semaines, les mois qui viennent? Alors ça, c'est compliqué. Qu'on soit plus considéré. Oui, on Pas veut être pas considéré en tant que tel, c'est ça? J'étais en train oui, de chercher non, exactement la oui, même chose. Voilà. non, c'est pas une question d'ego. Parce que quand on dit ça, on pourrait tout de suite se dire: «Ça y est, les avocats». Non, non, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille ensemble. On a fait de très bons procès. On a eu des clients très contents, mais on a aussi des clients qui ont été, très déçus par les jugements, rendus. Et oui, il y a pas de considération des avocats en général. On est on pourrait ne pas être utile, en fait, à la société et ça, c'est terrible. C'est vraiment le sentiment que vous avez? Oui. Ah oui. Je pense qu'on a des points communs entre journalistes et avocats. Et c'est terrible de faire ce constat. Je pense que vos clients seraient en désaccord avec vous là-dessus. Mais ce que je disais à une personne il n'y a pas si longtemps, c'est que nous, en tant qu'avocats, nous sommes le maillon zéro de la chaîne judiciaire. Les policiers étant le maillon numéro 1, les procureurs le maillon numéro 2, et le dernier maillon de la chaîne reste les juges qui décident de prendre des décisions et qui décident de rendre coupable ou non quelqu'un. Et comment faire du coup pour vous considérer en tant que tel? On a parlé donc de prendre en compte les plaidoyers, d'avoir l'impression de pisser que dans un violon, comme vous avez dit. Vous attendez plus d'écoute? C'est même pas une question d'écoute parce qu'on peut nous écouter et comme, Antoine le dit, c'est dans un violon, c'est ça. On vous écoute, mais j'ai envie de dire on vous entend, mais on ne vous écoute pas. La nuance est faible, mais la nuance est là. Je dirais qu'il faut rendre indispensable certaines fonctions. Aujourd'hui, les avocats ne sont pas indispensables, n'ont aucune fonction indispensable pour que la justice avance et fasse son travail. Je vais vous donner un simple exemple. Des personnes et parce que je l'ai été et donc je sais comment ça se passe, j'ai subi une prise d'otage en banque, il y a un moment déjà. Vous voyez la police, vous voyez les médecins, mais quid des avocats? Vous êtes, sortis de là, vous avez été braqués, vous n'êtes pas dans votre état, naturel, vous n'êtes pas bien et vous devriez penser à vous, vous-même, que vous pouviez avoir que vous pourriez avoir, pardon, des dédommagements ou qu'un avocat pourrait s'occuper de vous, de ça. Parce que le manque à gagner peut être là sur des heures de remise en question, vous n'allez pas travailler, vous n'êtes pas bien. Et ben, sur une simple procédure pardon, rendre, les avocats, par exemple, indispensables sur une procédure comme celle-là, même si c'est peu, c'est un début, mais ça peut être quelque chose de bien. Il y a en tout cas des pistes à explorer pour vous rendre en effet indispensable.
C'est un peu ce qu'on va retenir ici. Mais du coup, merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Madame Espine, de nous avoir interviewés et de nous avoir demandé de venir pour répondre à certaines de vos questions. Ben, c'était un plaisir en tout cas. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci. En espérant du coup que l'utilité des avocats soit mise en lumière à un moment ou à un autre. Hein. Tout ce qu'on peut vous espérer. Ou en tout cas tout ce qu'on peut espérer à cette ville.